d'Ivoire, balai d'hommage national au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier d'une crise cardiaque. Une cérémonie s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan en présence de nombreuses personnalités. En Tunisie, le parti d'Espération islamiste Ennahda a appelé à des négociations pour un changement de gouvernement. Un appel qui intervient alors que le Premier ministre est sous le coup d'une enquête pour conflit d'intérêts. Et puis la France a célébré ce mardi la fête nationale du 14 juillet. En raison de Covid-19, le traditionnel défilé militaire a laissé la place à un mini-défilé confiné, place de la Concorde. Le point dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, balai d'hommage national au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier d'une crise cardiaque. Une cérémonie qui s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan en présence de nombreuses personnalités, dont entre autres le président ivoirien, celui du Sénégal ou encore le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Voici les images. C'est dans la consternation que s'est déroulée la cérémonie d'hommage en la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien et dauphin désigné du pouvoir. L'homme, décédé le 8 juillet des suites de problèmes cardiaques, n'aura pas eu le temps de réaliser son ambition de succéder à son mentor à la tête de la Côte d'Ivoire. Il avait pourtant été désigné en mars candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle prévue en octobre. Mais victime de malaise à Abidjan le 2 mai, il avait dû être évacué en France. Sa longue absence de plus de 2 mois avait suscité des interrogations sur son état de santé parmi la population et la classe politique, sachant qu'il avait déjà subi une opération du cœur en 2012. Premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il était l'un des très proches et dont il avait l'entière confiance. Il a participé aux côtés d'Alassane Ouattara à la création du Rassemblement des Républicains, dissidence de l'ex-parti unique du président Félix Houphouët-Boigny en 2014. Il était devenu ensuite haut fonctionnaire puis député avant d'entrer au gouvernement de réconciliation nationale lors de la crise ivoirienne des années 2000 comme ministre de l'Agriculture. Son ascension au premier plan politique a coïncidé avec la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. Gon Coulibaly devient secrétaire général de la présidence, un poste stratégique. En 2017 enfin, il est nommé chef du gouvernement et s'impose comme le dauphin du président. Réputé gros travailleur, il maîtrise bien les circuits financiers internationaux comme son mentor. Il a d'ailleurs eu la charge du ministère du Budget, en plus de la primature, et met l'accent sur la bonne gestion macroéconomique. Les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir arrêtés au Mali ont été relâchés. Ils avaient été arrêtés en fin de semaine dernière. En les libérant, les autorités maliennes tentent peut-être de décrisper la situation. Les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation dans un apparent geste d'apaisement après les troubles sanglants qui ont agité la capitale Bamako. Mes 3 clients, Choguel Maïga, Kaou Jim et l'imam Diarra viennent d'être libérés. D'autres ont été libérés de manière désordonnée, a dit un de leurs avocats, Maître Alifa Habib Koné. Ils avaient été arrêtés alors que la capitale Bamako connaissait ses plus graves troubles depuis des années. Nous avons appris que ceux qui étaient au commissariat du 3e arrondissement ont aussi été libérés. Tous sont libres, a ajouté l'avocat. Un autre avocat, Abdrahman Ben Mamata Touré, ainsi que Boulan Baro, un responsable du mouvement dit du 5 juin qui porte la contestation, ont également fait état de leur libération. La capitale a été la proie vendredi, samedi et une partie de dimanche de ces troubles civils les plus graves depuis des années. Au moins 11 civils ont été tués, des dizaines d'autres blessés selon les urgences hospitalières. Le fils du président malien, l'une des personnalités publiques sur lesquelles se concentre la contestation en cours dans le pays, a annoncé démissionner de l'importante présidence de la commission parlementaire de la défense. Dans une déclaration publiée ce lundi, Karim Keïta, qui reste parlementaire, a dit mettre le Mali au-dessus de tout, mais ne veut plus être un argument pour des personnes en mal de programme.
En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force du Parlement, a appelé à des négociations pour un changement de gouvernement. Un appel qui intervient alors que le Premier ministre est sous le coup d'une enquête pour conflit d'intérêts. Les détails. Le président Kais Saied s'est opposé à des concertations en coulisses et le chef du gouvernement, Ilyes Fakhfakht, a répliqué lundi soir en annonçant un remaniement dans les prochains jours, laissant entendre qu'il pourrait écarter les ministres d'Ennahda. Ennahda, qui est en difficulté au sein de la coalition gouvernementale, avait un peu plus tôt indiqué envisager le départ de Fakhfakht. Organe consultatif du parti, le conseil de la Choura a confié à son dirigeant Rached Ghannouchi le soin de mener des consultations pour s'entendre avec un nouveau gouvernement, a indiqué lundi matin son président Abdelkarim Harouni. La situation économique et sociale très grave ne peut être surmontée par un gouvernement dont le chef est soupçonné de conflit d'intérêts, a expliqué Harouni en conférence de presse. Le Premier ministre Fakhfakht est sous le coup d'une enquête parlementaire car il est accusé de ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans des sociétés d'assainissement qui ont remporté d'importants marchés publics. Le président tunisien a rétorqué qu'il était opposé à des négociations entre les partis sur un nouveau gouvernement après une réunion avec Fakhfakht et le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT, Noureddine Taboubi. Il n'y aura pas de consultation tant que le Premier ministre sera au pouvoir, a-t-il déclaré selon un communiqué de la présidence, ajoutant que seule une démission du chef du gouvernement ou un vote de défiance pouvait justifier de telles consultations. Fakhfakht, lui, a annoncé un remaniement dans les prochains jours et accusé Ennahda d'alimenter une crise politique visant à satisfaire des intérêts partisans étroits. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, assure que l'Algérie et la Tunisie ont une volonté commune de respecter l'unité de la Libye. C'était lors d'une visite à Tunis au cours de laquelle lui et son homologue tunisien ont évoqué le conflit déchirant leurs voisins communs. Alger tente de relancer une médiation régionale entre les deux camps rivaux en Libye dans un conflit qui menace la stabilité régionale sur fond d'implications étrangères croissantes. La volonté commune algérienne et tunisienne est bonne, a assuré Boukadoum devant la presse à l'issue de sa rencontre avec son homologue tunisien. Nous n'avons pas d'intérêt pétrolier, économique ni de vue sur les richesses libyennes, a-t-il ajouté, affirmant mettre la priorité sur la stabilité et le respect de l'unité libyenne, l'unité territoriale et l'unité de décision. La Libye est déchirée depuis 2015 entre deux pouvoirs disposant chacun de soutiens étrangers. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU est basé à Tripoli et un pouvoir incarné par l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar. Les autorités tunisiennes ont affiché dernièrement un front désuni mais observent traditionnellement une position neutre sur le conflit en Libye. Iroué a déclaré étudier les propositions opérationnelles qui pourraient mener à un véritable dialogue avec un rôle réel pour la Tunisie et l'Algérie, déplorant que de nombreuses questions régionales soient traitées hors de la maison arabe. Boukadoum a également rencontré le président tunisien Kais Saied, l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre la coordination entre la Tunisie et l'Algérie afin d'aider les frères libyens à parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué la présidence. Cette visite, la deuxième en Tunisie de Boukadoum depuis sa nomination en mars 2019, participe aussi à la préparation de la première visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune prévue en Tunisie, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. La France a célébré ce mardi la fête nationale du 14 juillet. Cette année, en raison du Covid-19, le traditionnel défilé militaire a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde. Une célébration qui a honoré la mobilisation des armées et du monde soignant contre la pandémie. Voici les images. C'est une première depuis 1945. Covid-19 oblige, le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde. À bord d'un commande-car, le chef de l'État est arrivé vers 10h45 devant les tribunes dressées place de la Concorde où étaient rassemblés quelques 2000 militaires, soit 2 fois moins que pour l'habituelle descente des Champs-Élysées. Pas de colonne de blindés cette année, mais un défilé aérien maintenu, ouvert par l'emblématique panache de fumée bleu-blanc-rouge de la patrouille de France.
L'édition 2020 du 14 juillet a débuté par un hommage au général Charles de Gaulle, dont la mémoire est célébrée cette année à l'occasion d'un triple anniversaire, le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort et le 80e de l'appel du 18 juin 1940, symbole de la résistance. Le reste de la cérémonie fait la part belle aux multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience lancée fin mars par Emmanuel Macron, avec un hommage particulier aux services de santé des armées mobilisés tous azimuts au plus fort de la pandémie. La contribution du monde civil a été également mise à l'honneur, des honneurs accueillis avec scepticisme par certains personnels soignants qui attendent des actes concrets en faveur du secteur hospitalier. Au terme de cette cérémonie inédite en format réduit, le président Emmanuel Macron a renoué en début d'après-midi avec la tradition de l'entretien télévisé durant lequel il a présenté aux Français un plan de relance. Il promet 100 milliards d'euros supplémentaires pour relancer l'économie de la France touchée par la crise sanitaire. Il souhaite également rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos. On l'écoute. Je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Nous nous sommes mis en situation d'avoir une rentrée des classes quasi normale, de continuer à vivre avec le virus s'il reste à ce niveau-là. Évidemment, s'il y avait une accélération pendant le mois d'août, on sera amené à revoir cette rentrée. Ce n'est pas ce que je souhaite. Si on fait bien les choses, nous aurons une rentrée des classes un peu différente, encore plus exigeante, parce qu'il nous faudra rattraper les mois passés. Et que nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable. Et donc, le Premier ministre... Non, mais on va le faire avec méthode. C'est au gouvernement de le procéder. Le Premier ministre, Jean Castex, va réunir en fin de semaine, vendredi, l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table. Tout. Je pense qu'on ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Pourquoi ? D'abord parce qu'on l'a fait à chaque fois. Si on dit on va augmenter les impôts, les gens ne consomment pas, le doute s'installe et le pays ne repart pas. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.